Bien, on va donc ouvrir la séance d'aujourd'hui. D'abord, donner la parole à Gérard Pascal pour nous faire le résumé du séminaire de cancérologie de la semaine dernière, qui était un franc succès concernant les orateurs, et ça sera peut-être l'objet de la séance d'aujourd'hui de réflexion. Malheureusement, pas un franc succès concernant les auditeurs. Des exposés étaient remarquables, et je donne la parole donc à Gérard Pascal qui va nous résumer cette séance. Merci Gérard. Donc toute la journée, séminaire de cancérologie concernant la maladie métastatique synchrone de sa tumeur primitive. Au cours de la matinée, Pierre-Jean Bousquet, épidémiologie. Le podium des cancers métastatiques, c'est 1 le poumon, 2 l'ovaire, 3 le pancréas. Mais attention, grande méfiance en raison des difficultés de codage de bases de données sur ces big data d'enquête épidémiologique. Keltouma et Briouche, biologie des métastases. Pourquoi certaines tumeurs primaires donnent des métastases? Parce qu'à l'intérieur d'elles, il y a, selon la théorie sélective, des sous-clones qui sont agressifs et qui ont des mutations génomiques spécifiques qui sont responsables et des métastases et même de leur localisation pour un organe donné. Caldoun-Pierrot, comment détecter les métastases synchrones? Place du PET scan. Donc le PET scan au FDG a, outre sa spécificité et sa sensibilité qui sont bien connues, une valeur pronostique pour les tumeurs localement avancées, et ça prédit également une efficacité thérapeutique, donc pour une prise en charge qui serait personnalisée. L'avenir serait, je dis bien serait, la TEP IRM corps entier qui est en cours d'évaluation. Xavier Caclino, cancer de la prostate et cancer du rein. Pour le cancer du rein métastatique, la survie à 5 ans est passée de 5 à 15% depuis les nouvelles molécules anti-angiogéniques et en seconde immunothérapie. La néphrectomie de cytoréduction améliore la survie, mais à la condition que la masse rénale tumorale soit supérieure à 80%. Pour les cancers prostatiques métastatiques, consensus pour moins de 3 métastases osseuses et un PSA inférieur à 50 pour l'hormonothérapie. Pour le contrôle local de la maladie, la chirurgie est plus efficace que la radiothérapie, mais l'avenir sont les énergies ciblées et le traitement multimodal personnalisé. Philippe Gore, cancer des voies aérodigestives supérieures. Donc pour ces cancers, quand ils sont oligométastatiques, une étude préliminaire de l'IGR qui a été faite à l'occasion de la séance de la semaine dernière, donc c'est très intéressant, démontre qu'un traitement agressif qui associe la chimiothérapie puis un traitement loco-régional, soit chirurgie radicale, soit radiothérapie, apporte donc des résultats qui sont finalement assez comparables à ces cancers non métastatiques avec un confort de survie agréable. Ça veut dire donc, bien entendu, qu'il ne faut pas baisser les bras dans ces cas-là. Pour le cancer du sein, la priorité, c'est le traitement d'urgence des douleurs osseuses et des risques fracturés, notamment neurologiques. Le traitement à la carte, ce sont des traitements locaux-régionaux et systémiques, qui tiennent compte de la qualité de vie des patients. Cyrus Chargari, l'effet abscopal, donc c'est la radiothérapie locale, qu'on pourrait dénommer d'immunoadjuvante, qui rend des cellules à distance immunocompétentes par activation des lymphocytes. C'est-à-dire qu'en irradiant quelque part, on peut à distance soigner des cellules cancéreuses. Voilà ce qui en était pour la matinée. On va donc passer à l'après-midi. Donc l'après-midi, sous sa forme habituelle des séances du mercredi de l'Académie, était consacrée aux métastases hépatiques difficilement résécables synchrones des cancers colorectaux. Stéphane Benoît pour le cancer du côlon. Pas de recommandation entre résection différée et simultanée, c'est du cas par cas, en sachant que la résection simultanée est envisageable que si la tumeur primitive et métastatique sont toutes deux facilement résécables. Et en cas de différé, le côlon en premier reste quand même malgré tout l'attitude classique. Philippe Lasserre, l'augmentation de la fréquence des métastases synchrones s'explique par les progrès des investigations. Philippe Marr, en cas de chirurgie colique première, la survenue de complications peut être pénalisante pour l'hépatectomie, donc il faut en tenir compte dans les stratégies. Hubert Joannet, quelle est la proportion de résection simultanée? À peu près 1 à la nature 5.
Change-t-elle les indications de l'Avastin? Non. Antonio Sakuna, pour le cancer du rectum, donc la résection simultanée est rare, c'est en cas de petite tumeur du haut rectum et de résection hépatique limitée. On commence en général par le rectum. Quant au réverse, il est réservé aux petites tumeurs du haut rectum avec nombreuses métastases hépatiques résécables. Sinon, c'est au cas par cas, bien entendu, dans l'objectif de ne pas compromettre l'autre cycle. Albert Claude Benamou, tenir compte du risque de 18% de l'acide rectal, ça veut dire envisager une radiochimiothérapie initiale, notamment pour le reverse. Georges Casanova, les critères de résection simultanée doivent être à la fois stricts et protocolisés. Hubert Johannet, après RCP, l'information à donner aux patients est difficile en raison de la multiplicité des stratégies qui peuvent être adoptées. Diane Goiré, chimiothérapie intra-artérielle hépatique. Ces indications sont les métastases qui échappent au traitement systémique, le risque élevé de récidive, c'est les patients qui ont plus de 4 métastases et en traitement adjuvant. Donc les questions, Yves Chapuis qui a demandé des précisions sur les techniques de cette chimiothérapie intra-artérielle. Parce qu'il y a des complications quand même techniques, naturellement, et Boris Tréchaud, quelle modalité d'administration en cas de variation anatomique de l'artère hépatique. Albert Claude Benamou, existe une indication en cas de métastase hépatique d'emblée résécable, et Hubert Johannet, la toxicité de la chimiothérapie intra-artérielle par obstruction sinusoïdale. Marc-Antoine Allard, quoi de neuf en chirurgie colorectale métastatique? Et bien malgré l'immensité des progrès, vous voyez qu'on ne guérit qu'un malade sur 5, donc à 10 ans. La double mutation P53 RAS est très mauvais pronostic au point on commence même à se poser la question des résections pour les résécables. La morbidité sévère du ALPS est fortement décriée, malgré peut-être une morbidité qui serait moindre avec la célioscopie. Xavier Martin, la radiofréquence garde toute sa place pour les lésions profondes. Stéphane Benoît contre l'ALPS qui donne des résultats oncologiques catastrophiques pour le ALPS. Et Antonio Sakuna qui adopte aussi cette position, puisque la morbidité du ALPS pénalise la chimiothérapie avec donc l'importance des récidives. Enfin donc Diane Goiré, métastase péritonéale synchrone, c'est donc la résection complète des sites métastatiques résiduels avec chimiothérapie intrapéritonéale qui donne une survie globale de 40% et une survie sensitive à 15 ans, à 5 ans, ce qui sont des résultats tout à fait acceptables. Gérard Pascal met une lourde mortalité à 35% de la chute qui impacte le pronostic. Stéphane Benoît, importance de l'effet centre pour expliquer les bons résultats qui ont été donnés. Et Xavier Martin, pour la détection des métastases péritonéales, 1. le scanner, 2. le PET scan et 3. l'IRM. Je vous remercie. Merci. Il n'y a pas de commentaires particuliers sur cette séance. Merci beaucoup à notre secrétaire annuel. Avant de débuter la séance d'aujourd'hui, d'abord je voudrais remercier d'être là parce que c'est pas une séance ni thématique, ni transversale, une séance de réflexion globale. Le 31 mai prochain et le 1er juin prochain, il y aura une notion qui, je me tourne en regardant dans les yeux Jacques Beaulieu, qui va très bien dans le cadre du Global Health, c'est-à-dire que l'idée est de montrer que les pays qu'on va appeler plus émergents ont des innovations médicales dont on pourrait profiter. Et la Fondation de l'Académie de médecine organise une réunion. Je donne la parole à Benamou qui connaît bien ce sujet pour qu'il nous fasse un débriefing rapide de cette réunion. Merci Président. Donc à la demande de Christian Châtelain et de la Fondation de l'Académie de médecine, j'ai le plaisir de vous présenter ce programme très alléchant qui aura lieu donc à l'UNESCO. Vous savez, je fais partie de la Commission nationale française de l'UNESCO et j'ai pu obtenir, on est le soutien de l'UNESCO, de la nouvelle directrice générale, Madame Azoulay, pour patronner cette réunion médicale qui, ordinairement, l'UNESCO n'est pas spécialement dédiée aux problèmes de santé. Mais là, en l'occurrence, avec l'aide de l'Académie de médecine, ça lui a paru intéressant de faire organiser cette réunion où il y aura de nombreux pays partenaires de l'Académie de médecine, dans lesquels plusieurs forums bilatéraux ont déjà été organisés par les académies de médecine française et les académies de ces pays-là, le Brésil, la Chine, l'Inde, le Mexique, la Russie, le Sénégal et le Niger.
Et ce sera donc assez dense. Il y aura donc également, on a le haut patronage du ministère de la Santé et des Solidarités français et du ministère des Affaires étrangères français. Donc 2 jours de conférences, ateliers, 18 pays présents, dont 7 partenaires, 45 intervenants, 400 participants sont attendus. Et les thèmes principaux seront effectivement comment les innovations peuvent venir des pays du Sud et devenir même des success stories sur l'ensemble de la planète. Et donc en particulier, on va parler des déserts médicaux et des réponses que les nouvelles technologies, la télémédecine, téléchirurgie, etc. peuvent éventuellement apporter pour changer la donne. L'innovation frugale, comment avec des tout petits moyens on peut faire qu'il y ait une modification considérable de la prise en charge d'un certain nombre de pathologies. Un seul petit exemple, en Inde, le Cataract Project, qui permet de traiter un très très grand nombre de patients qui d'ordinaire deviennent aveugles. Là, avec une opération basique, on peut leur permettre de garder leur vue, et c'est considérable. Donc comment peut-on aussi s'inspirer de ces méthodes frugales pour peut-être faire que notre système coûte moins cher? Le rôle respectif des professionnels de santé qui changent avec toutes ces innovations, comment la prise en charge peut être améliorée sur les territoires. Et puis moi plus particulièrement, je parlerai de l'apport des systèmes pédagogiques inversés et des formations. Et grâce d'ailleurs à Philippe, je ferai participer le doyen de la faculté de médecine du Niger, le professeur Rachid Sani, qui est en train de révolutionner les formations chirurgicales de première ligne dans son pays, fait apparaître des formations courtes de 12 à 18 mois pour des médecins généralistes qui, sur le terrain, dans les villages, etc., peuvent faire face aux grandes urgences chirurgicales avec les moyens du bord, mais en ayant une formation aux compétences et non pas un cursus très long de chirurgien qui est inaccessible en général. Donc ce sera très intéressant, je serai très heureux quand même. Donc j'ai apporté des invitations, c'est gratuit bien sûr, si vous pouvez vous y inscrire, ce sera je pense une contribution importante de l'Académie nationale de chirurgie. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette information. Je vous confirme que l'inscription donc, est tout à fait gratuite, il faut tout simplement envoyer un mail à contact@femme.fr. Ces documents, voilà, on laisse voilà.